Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire de l'Anvita, donc ce qu'on a appelé notre cycle de webinaire, les rendez-vous des municipales numéro 7. Comment lutter contre la progression électorale des extrêmes droites, en particulier avec les municipales 2026 en ligne de mire. Juste un petit point sur le déroulé avant toute chose. L'idée, c'est qu'il y aura une petite introduction que je vous proposerai pour recontextualiser un peu ce cycle de webinaire et l'Anvita. On aura ensuite un temps de contextualisation du sujet qui va nous occuper ce matin, notamment sur les dynamiques de lutte contre les progressions électorales des extrêmes droites et l'enjeu des municipales 2026. Ensuite, nous aurons les interventions de nos invités. Du coup, je peux vous les présenter maintenant tout de suite. Alessio Motta, donc docteur en sciences politiques, et Florette Julien, membre de Victoire Populaire. Alors peut-être on peut vous laisser vous présenter rapidement. Alessio, je te laisse aller en premier. Ok. Ok. Donc Alessio Motta, je suis enseignant-chercheur en sciences politiques à la base et je suis fondateur de mobilisation.org, qui est un cabinet spécialisé dans les questions de mobilisation contestataire et électorale. Et une de nos activités, c'est le travail de projection électorale et c'est ce qui nous amène ici, puisqu'on est derrière les données utilisées par plusieurs organisations, notamment la carte Street Press pour les municipales et puis aussi Victoire Populaire s'appuie également sur ces données. Voilà. Julien, Florène, vas-y. Merci. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je m'appelle Florène Julien et je suis membre de Victoire Populaire, porte-parole de ce mouvement citoyen qui rassemble tout un tas de personnes qui souhaitent mettre l'écologie, la justice sociale et le renouveau démocratique au pouvoir à l'occasion de toutes les élections qui nous mobilisent en tant qu'électeurs et électrices. Parfois, on se définit un peu simplement comme le syndicat des électeurs et des électrices qui veulent gagner et qui veulent faire gagner nos idées et donc très souvent accompagner la victoire des listes qui sont situées à gauche de l'échiquier politique. On aura le temps d'en reparler. Et sinon, dans ma vie, parce que je suis bénévole de Victoire Populaire, je travaille pour une association qui essaye de faire en sorte que l'immobilier soit plus accessible pour tous les acteurs qui ont un impact social et sociétal et surtout les associations comme j'imagine beaucoup d'associations sont présentes ce matin. Merci beaucoup pour cette introduction de votre part. Du coup, peut-être pour introduire notre webinaire, je vais vous présenter rapidement euh, L'Anvita, pour celles et ceux peut-être qui ne connaîtraient pas notre association et notre réseau, très rapidement. Donc l'Anvita, association nationale. Ah oui, peut-être présenter aussi l'équipe de l'Anvita qui est présente ce matin. Donc moi, je suis Nicolas Mazard, chargé de plaidoyer à l'Anvita. Je suis accompagné de mes collègues Solène et Lola qui sont présentes et merci à elles. Euh, du coup, l'Anvita pour Association nationale des villes et territoires accueillants, donc le réseau des collectivités et des élus qui s'engagent en la faveur de l'accueil inconditionnel sur leur territoire, et en particulier, du coup, accueil inconditionnel à destination des personnes exilées qui sont présentes sur leur territoire. C'est un réseau qui existe depuis 2018 et qui compte à l'heure actuelle 90 membres, que ce soit des communes, des communautés de communes, métropoles, départements ou régions. Et du coup, les élections municipales constituent forcément un moment un peu charnière pour notre réseau, étant donné que c'est 90% de nos membres qui vont être potentiellement renouvelés à partir de mars prochain. Dès fin 2024, notre association s'est lancée sur cet enjeu des municipales, avec l'idée d'essayer de travailler à ce que la question de l'accueil et de l'intégration des personnes exilées sur les territoires soit une thématique qui soit traitée lors de ces municipales et aussi en ligne de fond, il y avait la question de la lutte contre les extrêmes droites, quelque chose qui a commencé à devenir un peu indispensable au sein de notre réseau de Landvita à traiter, notamment après les événements qui sont survenus à Callac et à Saint-Brévin-les-Pins en Bretagne. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces événements-là, mais en gros des grosses mobilisations d'extrême droite qui ont visé en particulier des élus et des porteurs de projets d'hospitalité à destination de personnes exilées.
et du coup qui ont donné lieu à des violences à la fois physiques et à la fois de harcèlement sur les réseaux sociaux, extrêmement graves. Il y a quand même la maison du maire de Saint-Brévin-les-Pins à l'époque qui a été incendiée, donc on est arrivé à des stades de violence assez avancés. Et en fait, il y avait la sensation du point de vue de l'État, qui du coup représente ce réseau des mobiles des collectivités engagées sur les questions d'accueil, bah, du coup cette thématique n'était pas traitée et qu'il fallait qu'on monte en compétence sur ces domaines-là. Donc on s'est fait accompagner par Vox Public, notamment l'association Vox Public qui travaille sur les enjeux de plaidoyer et de liberté associative et qui nous a permis de passer un stade sur la question de la lutte contre les extrêmes droites en produisant un guide à destination des collectivités. Donc défendre l'accueil et la solidarité face à l'extrême droite, c'est le guide que vous voyez en bas à droite de votre écran, du coup, qui essaye de proposer des solutions en termes de riposte juridique ou de communication sur les enjeux de désinformation des extrêmes droites sur l'immigration et aussi un cycle de formation qu'on a commencé à développer. Et du coup, on a développé un plan d'action sur l'ensemble de l'année 2025 autour de 5 axes. Alors, les rendez-vous des municipales, donc ce cycle de webinaires qu'on a développé tout au long de l'année, où on traitait soit d'un sujet de lutte contre les extrêmes droites, soit d'un sujet en faveur de thématique de l'accueil sur les territoires. Une formation du coup qu'on a dispensée à plusieurs endroits en France sur la question de l'accueil et de la lutte contre les désinformations d'extrême droite sur ces sujets-là. Un manuel qu'on a lancé récemment, un manuel où l'idée c'est d'avoir la somme de ce qui a été fait dans le réseau Envita entre 2020 et 2026 sur la question de l'accueil des personnes exilées et que ça soit transmis aux listes qui se lanceront en municipal en 2026. Un fil d'actu sur WhatsApp aussi qu'on a lancé où l'idée c'est d'avoir une fois par semaine un condensé d'actualité sur les enjeux de migration et sur la lutte contre les extrêmes droites. Et enfin des temps forts sur les territoires qu'on a pu organiser ça et là, à Grenoble, à Chambéry, dans le Pays Basque, etc., etc. Donc ça c'est pour le chapeau un peu global. Maintenant, pour rentrer un peu plus dans le sujet de ce qui nous intéresse ce matin, vraiment la question de la lutte contre la progression électorale des extrêmes droites au municipal, euh, ça vient au sein de l'Envita et de manière générale au sein de toutes nos organisations autour de ce qui s'est passé après les élections européennes 2024 et du coup l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron avec vraiment cette sensation d'urgence. Il faut se mobiliser très très vite. Et du coup, il y a eu plusieurs choses qui ont pu être faites. Et du coup, dans ce contexte-là, il y a notamment une boucle qui a été créée, une boucle mail avec beaucoup d'organisations, dont certaines sont présentes ce matin, animée par Vox Public, justement, un espace qui s'appelle Mobilisation Élection, qui a vocation en fait à essayer de décloisonner les associations et leurs travaux en les orientant sur la question de la lutte contre les extrêmes droites. Du coup, il y a à la fois des organisations qui s'intéressent aux questions de, de défense des droits des personnes exilées. Il y a aussi des organisations écologistes, il y a aussi des organisations féministes, il y a aussi des syndicats. Il y a en fait vraiment plein d'organisations, plus d'une centaine, je pense, qui sont représentées au sein de cette boucle et qui ont essayé de se mobiliser collectivement ensemble pour faire en sorte que, du coup, ce qui était annoncé, c'est-à-dire Jordan Bardella à Matignon, n'arrive pas. Et du coup, ça a été un des éléments qui a permis de lancer cette dynamique au sein aussi de notre réseau de Landvita, en précisant que au sein du réseau de Landvita, la position, le positionnement vis-à-vis de cette démarche, c'est que Landvita est un réseau transpartisan en partant du principe que les droits des personnes, les droits fondamentaux des personnes, c'est pas et la défense des droits fondamentaux des personnes exilées, c'est pas censé être une question de droite ou de gauche, c'est censé être une question juste de droit. Donc le réseau a vocation à accueillir toutes les collectivités qui s'engagent dans cette démarche-là, qu'elles soient de gauche ou de droite. Donc le positionnement de Landvita sur cette dynamique lutte contre l'extrême droite, ça a été vraiment de faire barrage au RN le plus possible, quoi. Mais il y a bien sûr tout un panel de positionnement avec des organisations qui ont plutôt appelé à voter en faveur du nouveau Front populaire, etc., etc. Juste peut-être faire un point sur les dynamiques qui ont pu être issues de ce travail-là interassociatif. C'est la question des municipales. En fait, assez vite, la question des municipales s'est imposée parce qu'en fait, on sait que le Rassemblement national en particulier et que l'extrême droite de manière générale en a fait un objectif très concret.
Là, il y a un article qui est paru dans Le Monde hier qui fait état que le RN prévoit au minimum 600 listes sur l'ensemble du territoire français. C'est plus qu'il n'en a jamais déposé de son histoire, quoi. Donc vraiment, on sent que c'est vraiment une étape clé pour leur développement, avec en ligne de mire, bien sûr, 2027. Il y a vraiment beaucoup de moyens qui sont engagés pour faire basculer des villes à l'extrême droite. Du côté des associations, des organisations du coup, qui luttent contre les stratégies des extrêmes droites, il y a eu cette prise de conscience qu'il fallait vraiment se positionner sur les municipales. Et du coup, il y a eu plusieurs choses qui ont pu être produites de manière interassociative. Deux notes blanches, du coup, des documents qui sont produits par plusieurs organisations, mais qui ne sont pas signalés, qui n'ont pas signé les documents pour faciliter la diffusion. Une note blanche stratégie du RN au municipal. Donc, l'idée, c'était de voir comment le RN préparait les municipales selon ces différents aspects. Et une note blanche sur le bilan des mairies RN entre 2020 et 2026, qui a pu être diffusé aussi auprès de partenaires médiatiques et qui, du coup, ont pu quand même faire le point sur c'est quoi le ARN au pouvoir. C'est toujours assez intéressant d'avoir ce point de vue-là lorsqu'on parle de bascule qui peut s'opérer prochainement. Un autre travail qui a été mis en place, c'est un outil de veille et de cartographie. On va pas mal parler de cartographie ce matin, du coup, j'en rajoute une autre ici. Un outil de veille cartographique sur les listes qui sont déjà engagées pour les municipales, du coup déclarées à l'extrême droite, que ce soit RN ou que ce soit autre. Ça peut être Reconquête, ça peut être d'autres partis d'extrême droite, mais en tout cas, voilà, on a une première visibilité, là, comme vous pouvez voir ici, de ces listes qui sont engagées un peu partout en France et qui, du coup, vont essayer de se faire élire demain. Voilà, j'ai été peut-être un peu long pour brosser ce tableau, mais l'idée c'était de pouvoir bien contextualiser le cadre de notre temps de webinaire ce matin. Et sans plus attendre, du coup, je vais laisser la parole à Alessio Motta pour présenter ce travail qui a été fait de cartographie autour des municipales. Alors, bonjour tout le monde. J'imagine que je ne sais pas si je me concentre sur le travail qui a été fait sur Street Press ou si on va un peu au-delà avec celui qui a été fait pour Victoire Populaire. Nicolas? Bah, je pense que c'est l'occasion de traiter les deux, hein, si tu as la possibilité, hein. Bon, en gros, nous, à mobilisation.org, on a travaillé sur la conception d'un simulateur pour les municipales. Pourquoi? Parce que on a déjà travaillé par le passé sur plusieurs élections, en particulier des législatives. Faire de la projection sur des municipales, c'est beaucoup plus complexe que sur des législatives parce qu'il y a beaucoup plus de ressorts qui s'entrecroisent, il y a beaucoup plus d'imprévisibilité et il y a beaucoup plus de poids autour de la question du poids du candidat sortant, des personnalités locales, contrairement aux législatives où depuis quelques années, les logiques de vote de la plupart des électeurs des électrices sont des logiques de vote nationales. Euh, donc, au municipal, on est sur un objet plus complexe. On a travaillé entre l'automne 2024 et le printemps 2025 sur la conception de ce simulateur euh, qui, euh, qui vise en fait à établir pour chaque commune, en fonction de l'offre électorale qui se présente, ce que peuvent être les fourchettes de rapport de force. Et l'intérêt d'un simulateur, c'est de pouvoir tourner rapidement à grande échelle, donc sur plusieurs centaines de communes. Et donc, sur cette base, on a fait tourner le simulateur sur, en gros, les 500 communes les plus peuplées de France, du moins les 500 communes qui comptent le plus d'inscrits. Et sur chacune de ces communes, on a identifié, grâce à ça, quels étaient les scénarios plausibles de second tour. Est-ce qu'on va sur une triangulaire, un duel? Voilà, à chaque fois, il y a plusieurs possibilités, hein, il n'y en a jamais qu'une seule. Voilà. Et donc, on a simulé ces seconds tours. Ce qui fait qu'au final, on a été amené sur chacune de ces 500 communes à simuler entre 10 et 65 scénarios possibles avec différentes variantes, quoi. Euh, et à l'issue de ces simulations, on a pu établir, on va dire, des classements de risques qui doivent être mis à jour parce que on a des nouveaux éléments qui arrivent quand on sait qu'un sortant se représente, etc.
mais qui permettent de situer pour chaque ville, est-ce qu'elle peut basculer à gauche, est-ce qu'elle peut basculer à droite, est-ce qu'elle peut basculer à l'extrême droite. Sur la base de ces données, on a produit plusieurs cartes, dont deux qui sont publiquement accessibles, qui sont la carte Street Press pour les municipales qui concerne les risques de bascule vers l'extrême droite et la carte Victoire populaire qui porte davantage sur la question des bascules gauche-droite. Alors, chacune des cartes a son design propre, son calendrier de mise à jour que je ne connais pas forcément en détail. Je n'ai pas vérifié d'ailleurs que toutes les cartes avaient eu les dernières mises à jour. Ce que je sais, c'est que nous, on transmet 1 à 2 fois par mois des séries de mises à jour sur ces bases de données. Donc, l'intérêt de ces cartes, c'est de pouvoir savoir où focaliser l'attention ou, ou focaliser éventuellement des moyens militants. Par exemple, sur la carte Street Press, on a cette question il y a certaines villes où l'extrême droite est forte, mais où on a des bonnes raisons de penser qu'elle n'emportera pas la ville. Et puis, on a certaines villes où, au contraire, il y a un risque très important, et donc, c'est les villes sur lesquelles on peut porter l'attention, éventuellement amener du monde, etc. Et donc, Alessio, est-ce que tu veux que je montre la carte en même temps que tu parles? oui, ou si tu veux, je le mets moi en partage Ouais. d'écran. Comme Super. tu... je vais mettre le partage d'écran, comme ça je peux manier un peu ce qui m'arrange. Alors, juste une seconde. Écran, partager. Est-ce que là, vous avez bien mon écran? Ouais, c'est super. Donc voilà, là, on a cette carte Street Press. Alors, la carte Street Press, elle est basée sur l'idée voilà, un peu humoristique de présenter l'ensemble sous forme de Nutri-Score. Nutri-Score, c'est-à-dire que on a un risque établi pour chacune des communes. Les communes A sont des communes sur lesquelles on considère qu'il n'y a pas de risque de bascule à l'extrême droite. Les communes en B sont des communes sur lesquelles on considère qu'il n'y a pas de risque de bascule, sauf en cas de décision volontairement extrêmement risquée prise par les candidats. L'exemple typique de la commune en B, c'est Marseille, vous voyez. Marseille, il y a beaucoup de gens qui pensent que Marseille devrait être en C et en D. Non, Marseille, l'équation, vous voyez, elle est très simple. C'est que si les candidats en course décident que l'extrême droite ne passera pas, l'extrême droite ne passera pas. La seule chose qui pourrait faire passer l'extrême droite, c'est s'il y a deux gauches qui sont présentes divisées au second tour. Voilà. Et puis, on a les communes en C dans lesquelles on a un risque qui n'est pas le plus probable de basculer à l'extrême droite, mais qui est présent. Et les communes en D, c'est vraiment celles qui nous intéressent, où le risque est considéré comme important. Il y en a une cinquantaine. Il y en a, si ma mémoire est bonne, il doit y en avoir 52 en tout. Donc, c'est sur celles-là qu'on se focalise. Enfin, il y a les communes en E. Les communes en E, c'est celles pour lesquelles on est sûr qu'elles vont rester à l'extrême droite. C'est des communes qui sont déjà à l'extrême droite et pour lesquelles on a la certitude. Alors, il y a une commune qui fait un peu exception à ce jour, c'est Perpignan. Perpignan, c'est une des rares communes qui est actuellement à l'extrême droite, mais dont on considère qu'il y a une possibilité qu'elle ne soit plus à l'extrême droite, une petite possibilité, hein, mais qu'elle pourrait ne plus être à l'extrême droite à l'issue des municipales. Donc, c'est une commune qui est intéressante parce qu'elle pourrait être récupérée par le camp républicain. Et puis, pour le moment, elle est en E, mais ça va sans doute être revu. On est en train d'examiner ce cas particulier en raison des actualités qui viennent de tomber cette semaine sur Fréjus et sur son maire David Racheline. On attend un peu de voir ce qui va se passer au niveau des listes en présence. Est-ce que le RN va présenter une liste contre un maire qui est issu de ses propres rangs à l'origine? Est-ce qu'il y avait une division? Voilà, on est en train de regarder ce qui se passe et d'examiner pour voir si Fréjus est susceptible de passer en D. Une autre chose qui vient s'ajouter à cette carte, c'est que pour toutes les communes qui sont en D, donc les communes dans lesquelles il y a un risque décisif de bascule ou non vers l'extrême droite, on a produit une carte par bureau de vote. Je crois que la mise à jour, je regarde si la mise à jour, non, la mise à jour n'a pas été faite encore par Street Press sur ce point. Normalement, quand elle sera faite, il y aura des liens directs. Mais en attendant, c'est possible. Alors, je vais vous montrer ça. Tout. Alors, le problème, c'est que excusez-moi, j'ai un petit souci pour accéder au.
Le problème, c'est qu'en partage d'écran, j'ai le haut de l'écran qui est coupé. Et donc, je vais pas où je veux. Voilà. En gros, pour chacune de ces villes qui sont en D, on a produit mobilisation.org avec le soutien de plusieurs organisations, des plans par bureau de vote basés sur le simulateur et sur les possibilités de surmobilisation des électeurs de certains bureaux qui permettent aux gens qui sont sur place ou qui sont à proximité de mieux cibler leurs actions. C'est-à-dire, par exemple, vous avez la ville de Toulon, vous voyez, Toulon, qui est une ville qui, bien entendu, présente un fort risque de basculer à l'extrême droite. Les bureaux que vous voyez les plus colorés en violet, et spécialement s'il y a un liseré violet, alors je vous épargne le détail là parce qu'il y a un temps limité, mais vous pouvez regarder la méthode et les détails qui sont présentés sur la carte. Ces quartiers-là sont des quartiers dans lesquels non seulement l'extrême droite est plus faible qu'ailleurs et sera plus faible qu'ailleurs. Et donc, il y a une perspective dans ces quartiers-là d'aller mobiliser des gens qui pourraient faire basculer la ville du bon côté. Et ceux pour lesquels il y a un liseré autour sont ceux pour lesquels, en plus, on considère qu'il y a un potentiel de surmobilisation plus fort qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher un certain nombre de profils qui, d'habitude, ne votent pas à des élections locales, à des élections municipales, mais pourraient se déplacer parce qu'ils sont des électeurs intermittents pourrait se déplacer en plus grand nombre qu'ailleurs pour aller faire basculer la commune dans le bon sens. Donc, cette carte-là, elle est disponible sur notre site, donc mobilisation.org, mobilisation au pluriel. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Euh, voilà, donc c'est sur ce site, il n'y a pas le lien qui s'est créé. Ah, je vois qu'on a été plus rapide que moi. Voilà, cette carte-là est disponible donc sur mobilisation.org, les plans de quartier. Normalement, dans quelques temps, elle sera aussi disponible directement depuis la carte Street Press, c'est-à-dire qu'on cliquera sur les villes en D et il y aura un lien pour aller directement sur la bonne ville sur le plan de quartier. Et donc ça, c'est un outil très pratique. Il y a quelques explications qui viennent accompagner la carte sur le site pour comprendre un peu ce qu'on peut en faire, comment on peut agir. Et puis nous, on reste joignable, bien évidemment, s'il y a besoin de plus d'infos sur une ville en particulier. J'en profite, c'est peut-être un peu déplacé, je ne sais pas, j'en profite un instant. Ce projet, la dernière carte, c'est un projet qu'on a pu mettre en place parce qu'on a eu un certain nombre de dons, de financements qui ont été apportés par des gens qui nous suivent, par des gens qui nous soutiennent et par plusieurs organisations, dont À voter, le CAP, etc. Nous, notre fonctionnement, c'est en gros d'apporter des outils au camp progressiste tout au long de l'année, en vue d'élections, en vue de victoires sur des luttes sociales, en vue de toute une série de choses qui permettent à ce camp d'avancer. Et on fournit des outils toute l'année. Une bonne partie de ce travail, on le fait gratuitement, mais on le fait grâce à des aides au financement. Et donc, si vous allez sur le site, n'hésitez pas. Il y a une page Nous soutenir qui permet d'apporter un soutien, soit un soutien ponctuel sur un projet, soit un soutien mensuel, ce qui nous permet justement de dégager toujours plus de temps pour ces outils au service de l'intérêt général. Et si vous n'êtes pas en mesure d'apporter ce soutien, n'hésitez pas à aller quand même sur cette page. Vous pouvez vous inscrire sur la mailing list qui vous permet d'être tenu au courant d'éventuels projets importants qu'on va mettre en œuvre dans les temps qui viennent. Voilà. C'est beaucoup Alessio et effectivement, je pense que c'est tout à fait l'endroit pour appeler à soutenir cette démarche qui effectivement est vraiment utile pour tout le monde. En tout cas, je pense ce matin, personne ne dira le contraire. Peut-être juste, il y a une question à laquelle tu peux répondre rapidement. Quelle est la méthodologie pour établir le label E avec certitude du coup que cette ville va rester à l'extrême droite? Franchement, c'est l'une des choses les moins complexes qu'on a eu à faire, la question du E, parce que on est sur des villes qui non seulement ont élu un maire d'extrême droite en 2020 ou éventuellement depuis plus longtemps, et pour lesquelles le poids de l'extrême droite à tous les types de scrutins s'est renforcé depuis 2020. Donc pour lesquels on n'a tout simplement aucune raison que ça revienne en arrière. Le cas de Perpignan fait un peu exception parce qu'on a pu voir sur Perpignan la victoire de Louis Alliot, même si elle était une possibilité assez évidente, doit quand même quelque chose en 2020 au contexte Covid.
et il n'est pas certain qu'hors de ce contexte, il aurait emporté l'élection. Donc, et puis surtout, on est sur une ville qui, hors scrutins municipaux, on va dire, ne donne pas plus de 50% en général à l'extrême droite. Donc, on est sur un cas particulier. Le cas de Fréjus, sur lequel je dis peut-être que Fréjus va basculer en D, c'est un autre mécanisme. Parce que Fréjus, pour le coup, on est sur une ville où, malgré les affaires que David Racheline a sur le dos, euh, euh, l'extrême droite a continué à se renforcer comme ailleurs. Pour donner une idée, on parle de 60% aux européennes, hein, à peu près. Donc l'idée, c'est pas spécialement que l'extrême droite pourrait se trouver en minorité. L'idée à laquelle qu'on est en train d'étudier et de mettre en question, c'est dans la mesure où le RN ne soutient plus Racheline officiellement depuis hier, est-ce qu'il va y avoir une liste concurrente RN et est-ce qu'on pourrait se retrouver dans un second tour qui serait une triangulaire où il y aurait deux extrêmes droites qui donc pourrait être battu par une liste qui ne serait pas d'extrême droite et qui serait à 30-40% des voix. Voilà, c'est ça le cas un peu spécifique de Fréjus, donc c'est pas pour les mêmes raisons que Perpignan. Mais toutes les autres villes, donc il y en a cinq ou six, qui sont, eux, c'est pas compliqué. On a un maire qui est élu en 2020 extrême droite, et l'extrême droite s'est clairement renforcée depuis, donc on n'a aucune raison que ça bascule dans l'autre sens. Merci beaucoup pour ces éléments de précision. Il y a une autre question qui est arrivée dans le chat et qui va permettre de pouvoir faire la transition parfaite entre les deux interventions. Donc la question c'est, les zones bureaux de vote aux enjeux de mobilisation élevés et très élevés correspondent-ils notamment à une forte abstention? Du coup, je te laisse répondre à Alessio et ensuite on passera la parole à Florène pour présenter ce travail de Victoire Populaire sur cette question de l'abstention justement. Alors, certains de ces bureaux de vote, oui, mais ce n'est pas toujours le cas. En gros, nous, on s'appuie sur le simulateur pour faire ça. Ce qui se passe en coulisses derrière la machine, en gros, euh, c'est qu'on tient compte de ce qu'ont été des niveaux de participation dans ces bureaux de vote sur l'ensemble des scrutins locaux post-2014. Donc, municipal, départemental en particulier, c'est ça qui nous intéresse. Donc, des scrutins où en général il y a moins de gens qui votent que ce qu'on a eu sur les toutes dernières élections nationales, parce qu'on a eu une participation exceptionnelle aux législatives 2024. Donc, ce qui pèse le plus dans la désignation de ces bureaux de vote, c'est l'importance du différentiel entre ce qu'on a sur la dernière décennie aux élections locales et ce qu'on constate en 2024 sur les scrutins nationaux, qui sont, donc pour les législatives 2024, un scrutin où l'essentiel des électeurs intermittents, chose rare, sont allés voter. Donc c'est ce différentiel qui va expliquer. Donc ça peut être soit parce qu'il y a d'habitude une forte abstention aux élections locales et qu'il y a eu une participation un peu comme ailleurs très élevée aux élections de 2024, ou ça peut être parce que il y a d'habitude un niveau d'abstention qui est normal entre guillemets aux élections locales, mais qui a eu une hausse de participation plus importante qu'ailleurs sur les scrutins de 2024. C'est ce différentiel qui compte. Merci beaucoup. Sans plus attendre, je propose qu'on passe la parole à notre deuxième intervenant, qui est Lorraine Julien de Victoire Populaire. Ça marche. Merci beaucoup et merci Alessio pour ce topo très clair. Du coup, nous, avec Victoire Populaire, on s'inscrit dans la continuité de ces travaux, à savoir une fois qu'on a eu les outils pour prendre le pouls et comprendre un peu l'état de la situation, ben, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on pouvait faire. C'est vrai que les élections, généralement, c'est une affaire de partis politiques. Donc on pourrait se dire, bah, on va dans des partis politiques et puis on va dans le parti politique qui nous parle le plus et puis on va faire en sorte que cette liste gagne et comme ça, c'est le meilleur moyen que l'extrême droite ne gagne pas. Sauf que on est face à deux constats. Le premier, c'est que il y a de moins en moins de personnes qui s'engagent activement dans les partis politiques. Et donc, il y a des millions de personnes qui, toute l'année, sont très engagées dans des associations
associations qui défendent des sujets qui sont éminemment politiques, mais qui, en période électorale, ne vont pas dans les partis politiques, soit parce qu'ils sont déçus, ils ont perdu confiance, soit parce qu'ils trouvent que les partis politiques ne savent pas vraiment mobiliser et former les personnes à passer à l'action sur le terrain. Donc ça, c'est le premier constat. Et le deuxième constat, Alicio disait tout à l'heure à très juste titre, si je prends l'exemple de Marseille, que je connais très bien en tant que Marseillaise, donc ça m'énerve grandement parfois de voir les partis politiques se taper dessus à Marseille. En fait, ils ont la clé en grande partie de si l'extrême droite gagne ou pas ces élections. S'ils décident dans énormément de territoires que l'extrême droite ne gagne pas, en faisant des alliances pour justement privilégier les stratégies de victoire par rapport aux stratégies d'appareil, bah, l'extrême droite, par A plus B, ne gagne pas. Et malheureusement, pour plein de raisons dont on pourrait parler certainement pendant des heures, de très nombreux partis politiques de gauche ont décidé que les élections municipales seraient un temps dédié plutôt à l'affrontement des idées de leur parti, ce qui peut tout à fait s'entendre au premier tour, parce que c'est important de voir des partis qui portent des programmes et des idées différents, mais où la question de comment est-ce qu'on s'assure que ça ne privilégie pas l'extrême droite au point de la laisser gagner est très importante. Et donc, il y a quand même un enjeu énorme à ce qu'on s'assure au second tour qu'ils fassent bien alliance pour éviter que l'extrême droite passe au pouvoir. Donc, c'est quand on a dressé ce constat qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on s'en mêle un peu. Et donc, on a décidé avec Victoire Populaire de faire en sorte que toutes ces personnes qui ne se retrouvent pas dans les partis politiques, mais qui ont quand même envie de lutter pour que les idées qu'ils défendent et qu'ils portent au quotidien arrivent au pouvoir, puissent avoir un espace pour militer et pour s'organiser. Et donc, Victoire Populaire, c'est cet endroit où on trouve des outils pour passer de la résignation à l'action et pour identifier sur quel territoire on peut véritablement faire basculer une élection et passer d'un constat où bah, en fait, on ne sait pas qui va gagner parce qu'on se rend pas bien compte des dynamiques. On est peut-être en A, en B, et en fait, on se dit comment est-ce que. Alors, A et B, du coup, je passe à la carte de Victoire Populaire. Je sais pas si tu peux la partager, Nicolas. Bien sûr. Ce serait très chouette. Et où du coup, en A, en B, où on se dit, bah, il y a une possibilité de bascule significative à gauche si on y met un peu d'énergie. Et du coup, c'est à cette occasion-là qu'on a créé une campagne qui s'appelle Chaque voix compte. Et l'idée de cette campagne, c'est d'agir là où on a du pouvoir. Là, on a du pouvoir aujourd'hui, c'est pour lutter concrètement contre l'abstention et la malinscription. C'est s'assurer que toutes les personnes qui prévoient d'aller voter au moment des municipales aillent voter, qu'on s'assure qu'elles aient bien toutes les informations pour voter et qu'on aille cibler les territoires où on sait que les personnes qu'on va aller voir, il y a de très grandes chances qu'elles soient sensibles aux idées portées par la gauche et donc au moment où elles vont aller voter, il y a plus de chances qu'elles aillent voter pour la gauche. Donc, on a lancé une campagne donc en fin septembre. L'une des raisons pour laquelle on a lancé cette campagne, c'est aussi parce que on se rend bien compte que en tant qu'association transpartisane, qui n'est pas affiliée à un parti politique en particulier, mais c'est le cas de très nombreuses associations qui sont représentées aujourd'hui. J'ai vu rapidement dans le chat qu'il y avait la LDH, la CIMAD, donc tout un tas d'associations. Bah, en fait, nous, le niveau de défiance qu'il peut y avoir à l'égard de certains partis politiques, il est moins présent pour des associations comme nous, pour plein de raisons. Peut-être parce qu'on est identifié comme plus désintéressé du pouvoir, je ne sais pas. Mais en tout cas, on n'arrive plus à maintenir des conversations avec tout un tas de personnes. Et donc ça, on s'est dit qu'il fallait qu'on en profite et que c'était l'occasion parfaite pour faire du porte-à-porte, pour aller rencontrer des personnes, pour les écouter, pour comprendre quelles étaient leurs préoccupations et en profiter pour vérifier qu'elles aient bien accès à leurs droits de citoyennes et citoyens de pouvoir voter. Il y a plus de 7 millions de personnes qui sont mal inscrites, pas bien inscrites sur les listes électorales et qui du coup s'abstiennent. Et donc ça, c'est un vrai sujet sur lequel on a les moyens d'agir, on a des outils très concrets pour agir. Et donc c'est pour cette raison qu'on a lancé ces campagnes. Alors l'idée, c'est que ces campagnes, elles aient lieu dans un premier temps dans les endroits où on sait qu'on a le plus de chances d'avoir des victoires. Je pense que c'est quelque chose de très important sur lequel nous, on insiste beaucoup à Victoire Populaire, c'est que en fait, le meilleur moyen de faire perdre l'extrême droite, c'est quand même de faire gagner
selon nous, la gauche, qui est qui sont les partis politiques les mieux placés pour mettre nos idées au pouvoir et changer concrètement nos vies. Et donc, plutôt que d'être uniquement dans la lutte contre l'extrême droite, on a envie de s'inscrire dans une dynamique de victoire, parce que si au lendemain des municipales, ce qu'on raconte, c'est, en fait, contre toute attente, c'est la gauche qui arrive en tête de ces élections, un peu comme ce qui s'est passé en juillet dernier avec le nouveau Front populaire. Et donc, rien n'est perdu pour les idées qui sont aujourd'hui portées par la gauche. Et on le sait que rien n'est perdu parce qu'on n'a qu'à voir certaines mobilisations qui rassemblent des millions de personnes, comme ça a été le cas pour la loi Duplon cet été. Et ben, je suis prête à parier que le moral des troupes d'un certain nombre d'associations partout sur le territoire s'en portera grandement mieux. Et donc, c'est sur ça qu'on veut agir. Nous, ce qu'on veut faire, c'est faire en sorte qu'un maximum de personnes trouvent un espace d'action pour faire la différence dans des communes qui risquent de passer à 10, 20, 30, 50, 100, 200 voix près d'une victoire qui pourrait être à gauche et qui serait à droite si nous n'agissons pas dès maintenant. Donc, nous, notre stratégie sans tabou au niveau politique, c'est aujourd'hui d'inscrire un maximum de personnes sur les listes, donc de faire en sorte de créer du lien avec des personnes pour leur rappeler en temps voulu qu'il faut aller voter une fois qu'on s'est assuré qu'elles soient bien inscrites. Et ensuite, on va pas leur donner des consignes de vote. Nous, on n'est pas là pour dire tu devrais plutôt voter pour cette liste ou plutôt pour cette liste. On est plutôt là pour dire bon bah globalement, si tu es très intéressé par les sujets plutôt écologiques, par les droits humains, par l'accueil inconditionnel de personnes étrangères, bon, on te conseille quand même plutôt d'aller voter à gauche parce que c'est là que tu risques de trouver ton compte. Ensuite, la personne, elle va choisir la liste pour laquelle elle veut voter. Et par contre, au second tour, si on se rend compte que l'alliance des listes de gauche est vitale pour garantir là, on sera au rendez-vous pour assurer un niveau de prise conséquent auprès des partis politiques pour qu'ils ne fassent pas le choix de l'égoïsme au second tour et de l'égoïsme de leurs appareils. Donc c'est aussi très important d'être très nombreux dès maintenant, parce que plus on est nombreux maintenant, plus on pourra mettre la pression aux partis politiques quand ce sera nécessaire pour garantir un maximum de victoires. Donc aujourd'hui, on n'est pas affilié à un parti politique plus qu'un autre à gauche. On pense qu'il est essentiel que les élections municipales soient un moment dédié à la victoire énormément de villes, parce qu'on sait que c'est possible, on sait qu'on peut créer la surprise. On l'a déjà fait en juillet dernier, et même si c'était pour un scrutin national, on sait très bien qu'on peut le refaire pour un scrutin municipal. Et donc, c'est pour cette raison qu'on pense qu'il ne faut pas rester dans la résignation et le pessimisme et qu'il faut passer à l'action. Et ça, vous pouvez le voir sur la carte. Donc, cette carte, elle donne à voir un peu les différentes possibilité de bascule. Donc là, c'est bascule significative à gauche. Donc c'est là où il faut aller agir. Et vous avez également tous les apéros qui sont organisés, les événements. Est-ce qu'il y a déjà un groupe local sur le territoire? Est-ce qu'il y a déjà des actions qui sont prévues? Et si vous débarquez complètement et que vous vous dites, bon, j'ai envie de passer à l'action, mais j'aimerais bien d'abord être accueilli pour comprendre un peu plus en détail comment les choses se passent, vous pouvez vous inscrire directement sur ce qu'on appelle un accueil en ligne. Et donc, peut-être que je peux partager le lien, mon écran directement. Je récupère le lien de partage. Et donc là, vous êtes accueilli par soit Corentin, soit Maëva, en fonction de quel accueil en ligne vous choisissez, qui va vous donner toutes les clés pour pouvoir passer à l'action. Et quand on dit passer à l'action, c'est soit faire des appels en ligne, parce qu'on organise aussi des sessions de phoning pour les personnes qui n'ont pas de groupe local à côté de chez eux ou qui préfèrent passer des appels, où là, vous êtes accompagné avec un script pour savoir comment interagir avec la personne qui est à l'autre bout du fil. Ou si vous allez plutôt faire du porte-à-porte, là, pareil, vous êtes accompagné avec également un script. Voilà, je m'arrête là. Je suis très partante d'entendre des questions ou des témoignages qu'il peut y avoir de personnes qui sont déjà engagées. Et puis après, si jamais, je pourrais redire un mot. Merci beaucoup, Florène. Présentation très claire, je pense, et qui donne envie à voir un peu plus comment tout ça fonctionne. N'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions ou des témoignages à faire remonter, c'est le moment, que ce soit pour Florène, que ce soit pour Alessio, que ce soit pour tout le monde de manière générale. Déjà, je peux te donner la première question qui vient d'apparaître dans le chat. La plupart des listes sont sans étiquette pour les municipales, notamment dans les petites communes, les communes rurales. Comment orienter le vote dans ce cas-là?
C'est Fred et très vrai, Alicia, c'est vous une très avez. bonne question. Ouais. Eh ben je prends et puis Alessio, je te laisserai compléter, mais je prends parce que justement on est en train de enfin on a réfléchi à ce sujet-là depuis plusieurs mois. En fait, ce qu'on a réalisé à l'échelle très locale, donc surtout pour les communes de moins de 5000 habitants qui au final représentent un pourcentage assez élevé du nombre de communes sur l'ensemble du territoire national. En fait, souvent l'enjeu c'est que quand il y a une liste qui n'est pas du camp dit progressiste, sans même qu'il y ait d'étiquette mais qui portent des idées qui vont pas dans le sens de ce qu'on défend. Le sujet, c'est que souvent, en face, il n'y a pas d'autres listes. Et donc là, on est en train de regarder si on pourrait pas encourager des personnes qui font partie de notre communauté de sympathisantes et sympathisants à, dans des toutes petites communes, se rassembler entre elles pour créer une liste alternative à la liste qui, selon nous, n'est pas une liste progressiste. Et ça se repère souvent assez facilement quand on connaît les idées défendues par la liste. Donc tout à fait, l'enjeu pour les petites communes, c'est surtout de s'assurer qu'il y ait bien une offre politique progressiste et ça, on essaie d'y contribuer en invitant un maximum de personnes à prendre part aussi à cet enjeu politique en rejoignant des listes. Est-ce que je peux me permettre de préciser ma question? Bonjour Clément Servet, je travaille chez Terre de Liens, la Fédération Terre de Liens. Donc, on a beaucoup de bénévoles sur l'ensemble du territoire. Donc, on se heurte aux mêmes questions. Euh, Est-ce que vous travaillez avec Fréquence Commune qui encourage les listes citoyennes? Et aussi, donc, comment vous articulez le fait que enfin, si vous encouragez du coup, l'engagement pour créer une liste citoyenne ou de gauche, de quelle manière vous le faites? Est-ce que c'est avec le partenariat avec Fréquence Commune ou c'est via le Victoire Populaire? Il y a des scripts comme pour les autres actions. Du coup, fréquence commune pour donc tu l'as dit hein, c'est une structure qui encourage la constitution de listes citoyennes et donc on les connaît très bien et on échange depuis de nombreux mois comme avec l'ensemble des partenaires politiques. Donc évidemment nous ce qu'on prône c'est que il faut à la fois faire gagner la gauche mais aussi faire politique autrement. Et faire politique autrement, c'est aussi en encourageant des citoyennes et citoyens à s'engager en politique. Donc, on ne soutient pas directement les listes fréquences communes parce que nous, euh, notre objectif suprême, c'est qu'il y ait des victoires à gauche. Donc, que ce soit fréquence commune, si fréquence commune est à gauche, ou des listes issues de partis politiques autres. Mais par contre, on est bien en lien avec eux, surtout si des personnes nous disent, bah oui, je suis dans une petite commune de moins de 5000 habitants, mais j'ai envie de m'engager. Est-ce que vous avez des outils? Soit nous, on donne les outils qu'on a, nous, qui sont en effet assez limités sur ce sujet, soit on renvoie vers d'autres acteurs, et donc Fréquence Commune font partie des acteurs vers lesquels on renvoie. Nous, on essaie surtout de créer le déclic de base de tu es dans une situation où en fait, tu as envie de faire gagner des idées progressistes, mais il n'y a pas d'offre politique, bah pourquoi pas toi? Et ensuite, on fait en sorte que la personne ait accès aux ressources nécessaires. Merci Florine pour ces précisions. Je ne sais pas si Alessio, tu as des éléments sur les listes en milieu rural, sans étiquette. Non, sur les toutes petites communes en milieu rural, j'ai rien apporté de plus. Moi, je préciserais juste que dans certains cas, c'est le travail du coup de l'autre cartographie. Il peut y avoir des candidats qui sont marqués extrême droite, et en fait, du coup, c'est un peu un soutien sans participation de la part de certains partis. Donc, des militants du RN, par exemple, qui peuvent être présents sur ce genre de liste. Donc, c'est toujours des choses à surveiller quand même, parce que ça peut être sans étiquette, mais ça peut être aussi des gens qui ont été candidats aux législatives pour le RN, donc des gens qui sont quand même assez engagés au sein du parti, quoi. Donc il y a toujours des enjeux aussi à surveiller de ce côté-là. Alors, on a une main levée dans le chat et deux questions. Peut-être d'abord la question main levée par Adrien et puis ensuite les deux autres questions. Merci. Donc Adrien, moi je travaille chez Emmaüs France à la communication et au plaidoyer. C'est à la fois une question et un témoignage pour Florène. Nous on suit ce que vous faites, hein, Victoire Populaire, depuis longtemps et on trouve ça super. À chaque fois on est un petit peu embêté et surtout limité dans nos possibilités de le relayer en interne dans notre
réseau, puisque comme vous le savez, et comme un grand nombre d'organisations comme nous, on est apartisan dans nos statuts, ce qui ne veut pas dire apolitique, mais bien sûr la frontière est fine. Donc, quand on affiche clairement que effectivement c'est un dispositif, une démarche, un programme pour faire gagner la gauche, bah, on est tout simplement empêché. Là, je t'entendais le redire, et puis je reparcourais le site Victoire Populaire, ce que je fais assez régulièrement, mais plus à titre perso, et je ne voyais plus la mention de la gauche, en tout cas sur la homepage. Je vois plutôt de redonner le pouvoir, en tout cas faire gagner la justice sociale, l'écologie et le renouveau démocratique. Est-ce que tu pourrais me confirmer que c'est quelque chose qui a été supprimé de votre wording officiel, ou c'est plus que je n'ai pas assez fouillé le site là ce matin à 11h45? Merci pour ta question et tu pointes en effet un sujet qui rejoint, je crois, aussi un peu la question de Lali sur le chat. C'est vrai que nous, on s'est créé pour justement assumer qu'il y a de très nombreuses personnes qui veulent faire gagner la gauche sans être forcément dans des partis politiques. Mais par contre, parfois, ça peut nous empêcher d'avoir des partenariats avec des associations, comme tu l'as très bien dit, qui ne sont pas apolitiques, mais qui sont par contre apartisanes. C'est pas sur le site internet, puisque en fait, la vérité, c'est qu'on veut faire gagner l'écologie, la justice sociale et le renouveau démocratique. Donc, si demain, des candidats de droite se réveillent et qu'ils décident que c'est ça leur ambition, pourquoi pas, mais du coup, on pense qu'ils seront plus de droite. Mais si ils participent à des actions, ou en tout cas, dans le cadre de nos prises de parole officielles, on va encore faire mention, enfin, on va encore mentionner la gauche. La gauche n'a pas disparu de notre wording totalement. Par contre, on peut quand même essayer de réfléchir à comment est-ce que on peut adapter notre communication pour certains partenaires. On l'a déjà fait au moment du nouveau Front populaire et ça a plutôt bien marché. Ça nous a permis, je ne citerai pas le nom des organisations, mais de pouvoir nous adresser à tout un tas de militants d'organisations qui sont politiques mais apartisanes. Et donc, en fait, le plus intéressant pour nous, c'est de faire en sorte que les militants qui sont engagés, les bénévoles qui sont engagés dans vos structures, puissent avoir en période électorale un débouché pour passer à l'action sur le terrain sans que ça mette en péril vos organisations. Donc ça, avec grand plaisir pour essayer de trouver comment est-ce qu'on peut adapter notre wording ou avoir des pages avec des plateformes spécifiques ou faire un partenariat où nous, on a un engagement plus spécifique. Enfin, en tout cas, tout ça, on est carrément preneur pour y réfléchir. Je pense que c'est nécessaire d'avoir une organisation qui assume, enfin, dans le paysage, qui assume d'être politique et transpartisane. Mais par contre, ça ne doit pas nous empêcher de pouvoir interagir avec des associations qui aimeraient pouvoir agir aussi. Donc voilà, preneuse pour qu'on puisse échanger. Si tu veux m'envoyer ton mail, par exemple, on peut s'écrire. Ça roule, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, témoignages? J'ai bien noté qu'il y avait plusieurs questions dans le chat, mais en fait, c'est des questions auxquelles je pense que je vais pouvoir donner des éléments de réponse en conclusion. Donc, je ne vous cache pas que je veux bien garder ces questions pour la fin. Alors, une question qui peut peut-être là, pour le coup, être adressée à Alessio. Est-ce que vous avez établi un lien, une corrélation entre le vote RN et le pourcentage d'habitants issus de l'immigration ou exilés dans les campagnes? Il y a des villages qui votent RN sans étrangers. Non, non, bah, la question suggère déjà la réponse. Oui, c'est assez déconnecté. C'est assez déconnecté. Il y a des raisons historiques et culturelles au vote RN dans certaines régions qui sont. On est plus dans quelque chose de sociologique au sens des profils sociodémographiques des électeurs et des électrices que dans le fait d'avoir plus ou moins d'immigrés. Effectivement, s'il fallait établir une tendance générale, c'est là où il y a le plus d'immigrés qu'il y a le moins de votes RN. Mais en réalité, il y a plein d'exceptions, c'est plus complexe et on est plus sur des histoires de profils sociodémographiques historiques. Et comme on le voit très bien sur la carte et sur de nombreuses cartes électorales de toute façon, les zones les plus concernées par le vote RN, c'est l'arc méditerranéen et le nord de la France, pour des raisons différentes. Dans le nord de la France, on a cette espèce de vote RN un peu plus populaire qui a souvent été qualifié et désigné, dans lequel on a des profils électoraux qui, à une époque, auraient plutôt voté à gauche et qui, pour une partie d'entre eux, ont plutôt basculé vers l'extrême droite.
alors que sur l'arc méditerranéen, le vote RN est en beaucoup plus grande partie un vote d'extrême droite bourgeois, qui est implanté là depuis, qui s'est renforcé, mais qui est implanté là depuis longtemps. Donc, c'est pas la progression du nombre d'immigrés qui fait que. Et puis, dans beaucoup de très petites communes, on a aussi un vote RN, qui est une construction culturelle et médiatique enfin, je veux dire, c'est pas un secret, hein, l'explosion du vote RN depuis CNews, on connaît. CNews, je dis CNews, mais c'est un exemple parmi d'autres du poids de la propagande médiatique sur les toutes dernières années. Donc, je vais répondre comme le suggère la question, parce qu'elle le suggère de façon très juste, non, il n'y a pas de lien. Mm, mm. Merci pour cette réponse. Je remonte un peu sur une question qui a été posée auparavant. J'habite dans une commune où les conditions d'attribution des subventions aux associations sont assez opaques. Du coup, les associations n'osent pas s'engager par peur d'être sanctionnées si les élus actuels se maintiennent. Comment dégager des marges de manœuvre? C'est un sujet qui est assez complexe et assez vaste. Peut-être juste pour préciser que sur ces questions un peu de clientélisme sur les subventions, il y a des éléments une des notes blanches dont je vous parlais là sur le bilan des mairies RN qui met en évidence que c'est quand même une pratique assez largement faite dans les municipalités dirigées par les extrêmes droites. Et après, en termes de solutions, je ne sais pas si Florène ou Alessio, vous avez des éléments de réponse là-dessus, mais je pense qu'il y a vraiment un enjeu autour de se grouper en inter-association pour essayer de faire plus poids, éventuellement aussi monter d'un échelon, si la commune bloque, peut-être la communauté de communes peut être alliée. Je pense que par exemple, enfin, il y a pas mal de collectivités qui sont dirigées par le RN, dont la communauté de communes n'est pas du tout de coloration RN, parce qu'en fait, les autres collectivités ne le sont pas. Donc ça peut être aussi des marges de manœuvre de essayer de sauter d'un échelon pour avoir un soutien de collectivités territoriales. Oui, j'ai pas forcément de réponse précise à ça. En plus, j'aurais dit certaines choses que tu as déjà dites. Mais j'ajouterai un point, c'est quand même important comme question dans la perspective des municipales, parce que cette question des subventions, c'est quand même un des points qui fait la différence entre la droite et l'extrême droite sur la question des municipales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi et les différentes organisations avec qui on bosse, sur ces sujets, on est amené des fois à recevoir des mails ou des messages par les réseaux sociaux nous disant mais votre frontière droite-extrême droite, elle repose sur un truc dépassé, parce qu'aujourd'hui, les LR, c'est comme l'extrême droite. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est qu'il y a une vraie bascule qui s'opère sur ces questions, notamment des subventions aux associations, quand on bascule vers l'extrême droite au sens traditionnel, c'est-à-dire le RN et les partis qui l'entourent. Aujourd'hui, malgré effectivement la forte emprise exercée idéologiquement par l'extrême droite sur une partie de LR, une mairie LR et une mairie RN, c'est pas la même chose. Et vous avez énormément de mairies LR, euh, alors moins qu'à gauche, mais vous avez un grand nombre de mairies LR qui, dans la continuité de ce qui s'est fait depuis longtemps, ou dans la continuité éventuellement de maires de gauche précédents, ou dans la continuité de ce qu'était l'UMP il y a une vingtaine d'années, continuent à maintenir des subventions pour certaines organisations, associations, etc. Subventions qui sauteront si demain c'est le RN qui saute. Et des fois, c'est tellement paradoxal. Vous avez certains maires LR qui, quand ils vont faire de la politique nationale, quand ils s'expriment à la télé, vont cracher sur ces associations. Et puis vous vous rendez compte que la mairie subventionne. Il y a une façon de faire de la politique locale qui est effectivement différente. Et c'est juste pour souligner que même dans les mairies dirigées par des maires LR très droitiers, le fait de basculer ou pas côté RN, c'est un vrai enjeu. Merci beaucoup. Et moi, je rajouterais juste que c'est en effet un vrai sujet et que du coup,
c'est aussi, nous, l'une des raisons pour lesquelles Victoire Populaire, on décide d'assumer pleinement de pouvoir être un espace d'hébergement et d'accueil de citoyennes et citoyens qui ont envie de faire gagner nos idées. Et du coup, l'une des solutions, ça peut être d'inviter par différents biais formels ou informels, mais plutôt informels du coup, des militants ou des bénévoles de votre association, le temps de la période électorale, pouvoir s'engager dans un espace qui justement euh, permet ce type d'engagement et que ce soit pas fait au nom de l'association pour ne pas mettre l'association dans une situation compliquée pour la suite. Et après, il peut y avoir aussi tout un tas de manières de faire en sorte que l'engagement de la personne ne soit pas visible sur les réseaux ni traçable, de telle manière à ne pas mettre en péril l'association. Je pense qu'il faut qu'on soit stratégique entre nous et qu'on assume que on doit, entre structures et organisations, collaborer et coopérer et qu'on est toutes et tous à des endroits différents du puzzle, de la même manière que nous, Victoire Populaire, enfin, ce serait très creux de dire on veut l'écologie, la justice sociale et le renouveau démocratique au pouvoir si on n'avait pas sur le territoire la LDH, Emmaüs, la CIMAD, pour plus concrètement aller défendre et incarner ce que ça veut dire ces sujets. Et d'un autre côté, nous, on est sur une pièce du puzzle où on assume qu'il faut aller faire campagne, aller défendre ses idées, aller convaincre nos proches, nos collègues de travail, notre famille et les personnes qui sont peut-être tentées par des idées de droite, par défaitisme ou parce que l'environnement médiatique est ultra dominé par ces discours et qu'il faut que nous, on utilise notre pouvoir individuel qui est la conversation pour pouvoir les convaincre. Et donc, en fait, on est toutes et tous à des pièces différentes du puzzle et il faut qu'on arrive à coopérer et collaborer, même si on l'affiche pas toujours publiquement et on sait pourquoi on ne le fait pas, pour pouvoir gagner en fait. Merci pour cette réponse. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont posées dans le chat, donc je pense qu'on n'aura pas le temps forcément de toutes y répondre, mais en tout cas, il y a une question qui est très ciblée, on va dire, Victor Populaire, j'ai l'impression. Et puis, Alessio peut-être aura des éléments aussi à répondre. Sur les quartiers à mobiliser, y a-t-il des éléments sur les profils sociologiques des personnes, âge, statut? Si oui, y a-t-il des stratégies spécifiques pour des publics jeunes qui n'iraient pas forcément sur les sites sur lesquels ils sont habitués à aller? Carrément. Bah, Alessio, je sais pas si tu veux répondre d'abord. Moi, je peux. Sur donc, ces quartiers à mobiliser, il y a eu bien entendu prise en compte des profils sociologiques des personnes dans la définition de ces quartiers. Globalement, c'est plus souvent quand même des quartiers qui sont un petit peu plus jeunes que la moyenne, même si ce n'est pas toujours le cas. Ça a été pris en compte, mais ce n'est pas pour autant qu'on a mis le détail parce qu'on a voulu créer un outil le plus opérationnel et simple de lecture possible. Donc le but, c'est pas de faire des fichiers, c'est de montrer les quartiers que vraiment il faut cibler, il faut privilégier. Pour ce qui est des stratégies spécifiques, nous, on ne donne pas un truc totalement clé en main non plus. Ce qu'il faut, c'est créer de l'initiative militante. L'idée de cibler les quartiers, de désigner les quartiers à cibler, c'est clairement d'aller sur le terrain. Je vais vous dire pourquoi c'est important d'aller sur le terrain. C'est que on a, sur la campagne de l'entre-deux tours aux législatives 2024, on a lancé une espèce de grande campagne unitaire qui visait, dans les circonscriptions un peu bascule, à mettre des moyens. Il y a eu des moyens de terrain qui ont été mis avec une grande efficacité. Et si on a aujourd'hui quasiment 200 députés NFP, c'est en partie grâce à ça. Il y a plusieurs dizaines de circos qui ont basculé parce qu'on a focalisé au bon endroit. Par contre, il y a aussi eu des moyens numériques, de la publicité ciblée pour le fait d'aller voter, tout ça. On a tenté de faire une évaluation du côté de mobilisation.org, de faire une évaluation du poids qu'avaient pu avoir les zones dans lesquelles il y a eu ce travail de publicité numérique ciblée et franchement, c'est pas hyper probant. On n'est pas ultra convaincu par les résultats, on n'a rien qui atteste. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas fonctionner, mais on n'a rien de clair qui atteste que ça a été efficace. Donc, quand on vise des quartiers, parce que ces publicités avaient été ciblées vraiment par point dans les villes, etc. Quand on désigne des quartiers dans cette carte par bureau de vote, l'idée c'est d'aller faire l'action de terrain. Alors ça peut être l'action porte-à-porte, de l'action de type diffusion, tractage, ça peut être d'autres formes d'action, je vais y revenir dans un instant, mais en tout cas l'importance, et c'est là l'utilité de savoir où aller, c'est que le point central, c'est de faire prendre conscience aux électeurs potentiels de ce que sont les intérêts, l'importance de l'élection municipale pour eux.
et pour les gens qui les entourent, notamment en termes de subventions aux associations, en termes de qu'est-ce que ça va changer dans leur vie. L'idée, c'est pas de les convaincre de devenir de gauche, de devenir ce... Parce qu'en vrai, on ne fait pas basculer des gens de gauche à droite, de droite à gauche, dans une campagne, où c'est très rare. Ce qu'on arrive à faire, c'est faire que des gens qui auraient voté dans le bon sens se déplacent ou pas. C'est ça qu'on arrive à faire à court terme dans une campagne. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas forcément être partout, parce que si vous attirez l'attention sur l'importance de la campagne et des municipales dans un quartier qui est favorable à l'extrême droite, même si ce n'est pas votre intention, vous pouvez amener des électeurs d'extrême droite à dire, ah oui, c'est vrai, il y a ça, et à aller voter pour soutenir ce que vous ne voulez pas. Donc, l'important, c'est de cibler les bons quartiers, d'où cette carte, et de faire prendre conscience, voilà, ce qui se joue au municipal, c'est ça, concrètement. C'est attirer l'attention là-dessus. Donc, ça peut se faire de façon traditionnelle, porte à porte ou diffusion, qui sont des moyens de plus ou moins efficaces. Le porte-à-porte a une certaine efficacité, mais c'est lent. La diffusion, on touche plus de gens, mais on les touche beaucoup plus faiblement. Et puis, vous avez toute stratégie qui consiste à repérer, on va dire, des ensembles de plusieurs quartiers qui sont à la fois proches les uns des autres et intéressants, et à créer des événements originaux. Des événements originaux, ça peut être une fête, ça peut être un concert, ça peut être toute chose, toute forme d'événement populaire qui conduit à créer de l'attention sur l'événement que sont les élections et à réunir des gens des quartiers alentours. Merci beaucoup. Florène, est-ce que tu as des éléments peut-être? Ouais, j'aurais bien rajouté deux petits points. Merci beaucoup, Alessio, pour ces éléments. Par rapport du coup à la question des profils sociologiques, ce qui est certain, c'est que aller parler aux jeunes, c'est plutôt une stratégie qui peut être intéressante, quand bien même il y a malheureusement de l'électorat RN partout et les jeunes n'en sont pas épargnés non plus. Néanmoins, c'est souvent des personnes qui sont mal inscrites sur les listes électorales et dont on sait qu'elles peuvent être plus proches des idées progressistes. Donc nous, typiquement, on essaye aussi d'être présents dans les universités. On a énormément d'étudiants qui nous contactent en ce moment pour déployer la campagne dans les universités. C'est une très bonne chose. On essaie de faire en sorte aussi que notre communication puisse les attirer aussi pour qu'ils aient envie de s'impliquer. Et après, un argument que je voulais donner sur pourquoi c'est important d'aller sur le terrain et d'aller sur le terrain aux bons endroits. Bon, bah déjà parce que vaut mieux aller aux bons endroits pour convaincre les bonnes personnes de se déplacer le jour J pour aller voter, mais surtout parce qu'en fait, on se sent utile et à notre juste place. Enfin, je ne sais pas si vous partagez mon avis, mais moi, quand j'allume la télé, que je vais sur les réseaux sociaux et que je vois que la fachosphère prend de l'ampleur au fil des jours dans ces espaces-là, bah, en fait, ça peut engendrer un sentiment de défaitisme et de pessimisme énorme. Et le meilleur moyen de lutter contre ça, c'est quand on va faire 2 heures de porte-à-porte au bon endroit et qu'en fait, en 2 heures, on se rend compte que on a permis l'inscription ou le rappel d'aller voter pour 5, 10 personnes. Et en fait, c'est concret, c'est 10 voix. C'est 10 personnes égale 10 voix qui vont aller voter. Et quand on regarde des communes qui sont passées à 50 voix, on se dit, bah, en fait, j'ai fait un cinquième du travail pour que cette commune reste à gauche, pour que les subventions soient allouées aux bonnes associations, pour que la nourriture dans la cantine soit bonne pour les enfants. Enfin, et on peut continuer la liste encore très longtemps. Et c'est ce qui fait que, quand bien même il est essentiel d'agir pour avoir des médias plus indépendants et beaucoup plus aussi ancrés sur la réalité des faits, pour avoir des personnes sur les réseaux sociaux qui viennent contrer tous les discours d'extrême droite, je pense qu'il ne faut pas oublier l'importance d'être présent sur le terrain et l'importance de la conversation. La droite et l'extrême droite, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'elle infiltre les liens sociaux, qu'elle infiltre les associations pour aller justement avoir ces conversations. Si nous, on n'est pas en capacité de faire la même chose et d'aller juste échanger avec des personnes dont on sait que leur vote est essentiel et dont il faut s'assurer qu'elles n'oublient pas d'aller voter le jour J, bah, franchement, on passe à côté d'un outil très concret qui peut nous permettre de gagner. Et juste pour vous donner un exemple, au moment des dernières législatives, on a lancé avec Victoire Populaire une plateforme de procuration. Les législatives ont été annoncées en catastrophe et donc du coup les gens avaient 3 semaines pour se préparer et on a appelé des personnes dont on savait qu'elles étaient acquises à la cause parce que c'était des personnes qui étaient dans notre base de données. Donc on a appelé 400 000 personnes et ça a été une énorme campagne qui a été suivie par énormément de monde. Et on a eu plein de messages qui nous ont dit mais pourquoi vous appelez des personnes dont vous savez qu'elles votent à gauche ou qu'elles votent pour l'écologie, la justice sociale et le renouveau démocratique?
Très bonne question. Bah, la vérité, c'est que sur ces 400 000 personnes, il y a plein de gens qui n'ont pas répondu et tout, donc je peux pas vous donner le ratio exact de combien de personnes ont répondu in fine, mais il y a plus de 30 000 voix qui ont été sauvées parce que c'était des personnes qui partaient en vacances et en fait elles étaient tellement désabusées par le contexte politique qu'elles n'avaient pas prévu de donner une procuration, des personnes qui étaient disponibles pour porter procuration mais qui savaient pas comment faire, et c'est 30 000 voix concrètement qui ont été sauvées. Et donc quand on se dit que nous, individuellement, on est en capacité de ramener des voix, il ne faut pas qu'on passe à côté de cette possibilité et il faut qu'on puisse agir à notre échelle pour participer aux victoires à grande échelle. Merci beaucoup. On va bientôt arriver à la fin. Je vois qu'il y a une main levée, donc on va peut-être écouter cette dernière question. Et après, j'aurai un propos conclusif à vous proposer à Alessio et Florène. Alors, dernière question. Oui, bonjour. Ouais. Je voulais savoir, est-ce que vous intervenez ou accompagnez également, parce que là, en fait, on est plutôt des structures associatives avec pas mal de points communs, mais auprès justement des candidats, en disant que eux-mêmes, parce que c'est très difficile de mobiliser les forces sur le terrain, enfin, c'est compliqué, mais du coup, on peut éventuellement, enfin, faut agir également avec les candidats. Enfin, tous ceux qui vont pas être du côté de l'extrême droite, comme vous disiez tout à l'heure, hein, toutes les personnes avec qui on partage un minimum de sensibilité. Et du coup, allez les voir, enfin, pour porter quel message? Est-ce que vous, oui, est-ce que vous faites ce genre d'information comme aujourd'hui, mais à destination des candidats? Oui, tout à fait. Alors, on a de très bons partenariats, enfin, de très bons liens avec l'ensemble des partis politiques et donc beaucoup de candidats. En totale transparence, il y a des candidats sur le terrain qui s'appuient sur la force de mobilisation de Victoire Populaire pour pouvoir agir. Nous, on a l'avantage de ne pas mettre, enfin, de ne pas proposer des personnes à l'élection. Donc, on n'a pas tout le travail de désigner les listes, les guerres d'ego, qui prend un temps fou. Et donc, nous, on est concret sur la mobilisation. Donc, on porte évidemment ce message auprès de tout le monde, y compris et surtout les partis politiques, pour les inciter à faire en sorte que leur force d'action sur le terrain s'engage. Il y a des partis politiques qui sont très contents d'entendre ce message. Il y en a d'autres qui nous disent que c'est déjà leur métier, qu'ils le font. Et puis, bon, bah voilà, il y a toujours à prendre de quoi prendre et de quoi laisser. Nous, ce qui est important, c'est qu'on leur donne à voir qu'on a une force de pression qui est là pour la victoire des idées et que tu seras aussi en capacité de leur mettre la pression si on a l'impression qu'ils privilégient leurs appareils à la victoire des idées. Euh, Merci. Alors, peut-être très rapidement, du coup, Sylvie, une dernière intervention et puis après, on va arriver sur la conclusion. Oui, pour les amoureux au bon public, on a mis au point un questionnaire qu'on va adresser à toutes les listes candidates. Alors évidemment spécifique sur la situation des couples binationaux et qui vont être envoyés au maximum dans le cadre de tous nos collectifs en France et associations locales en France, qui va être envoyé aux listes candidates. Voilà. Donc c'est une initiative qui peut être qui peut être mise en place assez facilement et avec une échelle qui pourrait être assez importante si on arrive au bout. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, ça permet de faire la transition justement. Du coup, en dernière, peut-être en dernier propos pour Alessio et pour Florène, il y a eu énormément de questions concernant les thèmes en fait de cette campagne municipale, notamment autour de la lutte sur les moyens pour les services publics. On sait qu'ils sont largement instrumentalisés par les extrêmes droites et qui concernent quand même un énorme problème pour beaucoup de personnes, l'accessibilité aux services publics et la présence des services publics. Et en parallèle, il y avait aussi la question du coup de quid de l'accueil des personnes exilées sur les territoires. Est-ce que c'est des thématiques que vous abordez sur vos travaux, avec vos travaux? Est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus sur est-ce que ça va jouer un rôle ou pas sur les inflexions en termes de vote? Est-ce que c'est les arguments que vous mobilisez? Moi, tout ce que je vais dire sur le sujet, c'est que quand on fait campagne sur le terrain, on a souvent trop tendance à faire sa propre campagne avec ses propres idées. C'est un défaut qu'on a toujours, qu'on a tous et toutes, qu'ont les militants de gauche, de droite, d'extrême droite. C'est-à-dire qu'on a souvent quelques dadas, quelques thèmes qui nous intéressent plus que les autres, et on amène la discussion là-dessus. Ce qui compte, c'est d'écouter la personne qu'on a en face.
Voilà. Si on sent que la personne, dans la mesure où, comme je disais tout à l'heure, l'enjeu, c'est rarement de faire basculer une personne de droite à gauche, ou l'enjeu, c'est de pousser une personne qui voterait du bon côté à se rendre compte que c'est important de se déplacer et d'y aller. À partir de là, la priorité, c'est pas de poser vos sujets, c'est toujours d'écouter la personne, de comprendre ce qui, elle, l'intéresse, et c'est comme ça qu'on fait déplacer quelqu'un. Et Je d'une rebondis personne à rapidement l'autre, parce même que... s'il y a ah, des thèmes pardon. d'actualité forts, d'une personne à l'autre, c'est pas les mêmes choses. Il y a beaucoup, beaucoup de variantes. Désolée, je t'ai coupé, Alessio. Je rebondis rapidement parce que c'est clé ce que tu dis et nous, c'est le cœur de notre méthodologie qui, je pense, fonctionne assez bien parce que ça fait un moment qu'on l'a éprouvé maintenant. Quand on n'importe quelle action qu'on démarre, on commence par écouter les personnes et en fait, on se rend compte que dans l'ultra majorité du temps, les personnes ont, et c'est normal, enfin, ont envie d'être entendues. Et une fois qu'elles ont été entendues, c'est beaucoup plus simple d'entamer le dialogue sur ce qui tient à cœur la personne, qui souvent, en réalité, est un ras-le-bol un peu de base, mais qui est déjà, la personne est déjà plutôt alignée sur les idées de fond. Et donc, une fois que on a retissé le lien, on peut ensuite passer à peut-être des discussions sur ces thématiques ou peut-être des discussions qui n'ont rien à voir, mais surtout s'assurer que la personne se déplace le jour J pour aller voter. Donc nous, ce qu'on a tendance à faire, c'est encourager les personnes qui sont un peu craintives de se lancer dans des actions de porte-à-porte ou autres, de s'outiller, donc d'avoir avec elles tout un tas de petits outils, mais de ne pas les utiliser à part si la personne en parle et à part si le sujet va dans cette direction, mais de commencer par juste des conversations de base et où l'écoute et l'empathie est mis au cœur du sujet et où on n'arrive pas pour faire une proposition, mais plutôt pour être dans l'écoute. Et ça, c'est vraiment ce qui, je pense, a fait la différence dans énormément de campagnes électorales et qui fera encore certainement la différence pour les prochaines. Merci Florène, merci Alessio pour toute la richesse de nos échanges ce matin. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été apprises et partagées là ce matin, donc c'est des choses avec lesquelles on va repartir bien plus riches. Euh, pour conclure peut-être sur ce webinaire, il y avait beaucoup de questions du coup qui s'attelaient, étant donné que c'est un peu aussi le tropisme de notre échange, de notre espace, la question de l'accueil et de l'intégration et de l'inclusion au cours des municipales. Du côté de l'Anvita, on considère que c'est un sujet qui doit être mobilisé dans le cadre de ces campagnes de municipales pour plusieurs raisons et qu'on peut aussi l'intégrer d'une manière à ce que ça ne contribue pas à donner des billes, on va dire, aux candidats d'extrême droite en disant, voyez, on veut toujours privilégier certains pour d'autres. D'une part, qui est assez démontrée sur l'ensemble des territoires membres du réseau Randvita, que améliorer l'accueil pour les personnes exilées sur les territoires et améliorer l'accessibilité des services publics pour les personnes exilées en partant du coup des personnes les plus précaires sur un territoire, bah, ça permet d'améliorer l'accessibilité et l'efficacité des services publics pour toutes et tous. Donc en fait, c'est un travail finalement qui est inconditionnel dans le sens aussi où ça permet de ouvrir des droits de manière inconditionnelle. Ça peut permettre par exemple de maintenir une ligne de bus fonctionnelle, ça permet de laisser une école, une classe d'école ouverte, etc., etc. Donc c'est aussi en travaillant sur ces aspects-là qu'on peut peut-être emporter des arguments. Et d'autre part aussi, un sujet qui est quand même un peu central qu'on a traité ce matin, c'est que la question on voit du coup la question des villes à bascule qui s'est présentée ce matin avec cette idée que bah, les extrêmes droites sont extrêmement présentes sur ce terrain des municipales et qu'il y a une vraie volonté de leur part de passer un cap en termes de contrôle des municipalités. Faut bien avoir en tête aussi que c'est un gros combat en fait qui s'ouvre devant nous parce que en fait toutes les collectivités aussi qui seront élus en 2026 et qui seront justement à l'encontre de ces idées-là d'extrême droite et qui seront plutôt dans des discours autour de la défense des droits et de l'accueil, ça sera autant de territoires de résistance possible si en 2027 il y a une bascule derrière, avec l'extrême droite qui arrive au pouvoir. Donc c'est aussi en ça que l'Andita se mobilise sur ces enjeux-là et du coup ça permet de faire
une transition toute parfaite avec le prochain temps webinaire Envita. Je vous affiche ça à mon écran, qui traitera de la question de porter localement un plaidoyer pour l'accueil. C'est-à-dire qu'on a dit que pour aller solliciter le vote de la part d'abstentionnistes ou de personnes qui réfléchissent à est-ce que je vais aller voter ou pas, il ne faut pas imposer ces thèmes, c'est une chose. Mais par contre, quand on considère les candidats, du coup les listes qui vont porter un projet pour la ville et du coup qui vont devoir s'engager sur des mesures, eh ben c'est un autre sujet. Et du coup, l'idée là, ça va être de traiter au travers de ce webinaire la question de comment on arrive à à mettre l'accueil et l'intégration, l'inclusion des personnes exilées sur les territoires en tant que véritable sujet des municipales. Donc c'est le prochain webinaire qui aura lieu le jeudi 29 janvier. Vous pouvez vous inscrire avec ce QR code ou avec le lien qui sera envoyé dans le chat. Ça permettra de faire le point sur les différentes dynamiques interassociatives qui portent sur ce sujet-là et aussi de présenter les outils en Vita qui seront opérationnels à ce moment-là pour essayer de peser dans ces campagnes municipales. Voilà, vous avez encore le lien pour le canal WhatsApp aussi Migration Municipale. N'hésitez pas à le rejoindre pour avoir votre dose d'actualité autour des migrations et autour des municipales 2026. Ah oui, l'heure, ça sera jeudi 26 janvier à 29 janvier à 11 heures, comme d'habitude, pour les webinaires en Vita. Voilà. Merci à toutes et à tous pour nous avoir suivis. Un très bon appétit et puis une bonne journée.